Et nous, le week-end, c'est pas pour maintenant, on est encore là avec vous. Et d'ailleurs, pour la suite de ce programme, c'est l'entretien avec notre cher Cédric Lombardo qui parlera toujours d'environnement, une diplomatie forestière en action. C'est le sujet du jour. Et dans quelques instants, donc, on ira. Alors, juste aussi le temps pour nous de souhaiter un joyeux anniversaire à une personnalité qui regarde vraiment de façon fidèle Matin Bonheur. Et ce matin, nous aimerions lui présenter nos salutations les plus ajustées. Monsieur Georges Rougnin, l'ambassadeur Georges Rougnin, son excellence Georges Rougnin, qui célèbre un an de plus, à qui nous souhaitons un très, très joyeux anniversaire. Il est né dans le même mois que sa fille. Papy, oui, c'était il y a quelques jours seulement. Le voilà, toujours bien mis, chevaleresque, au service de la Côte d'Ivoire depuis bien des années maintenant. La grande classe, comme on aime. Merci, papa, pour tout ce que vous avez fait et que vous faites toujours pour votre pays qui vous aime beaucoup. La suite, quelqu'un qui fait également beaucoup pour la matinale, c'est bien sûr Cédric Lombardo. Alors, Alix, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez intéressant. Oui. Alors, la Côte d'Ivoire a l'un des taux de déforestation les plus rapides au monde. Le ministre était sur le plateau de RTI1 et en filigrane, il a dit tant et si bien que l'équilibre environnemental de notre pays est menacé. La situation inquiétante qui interpelle les décideurs nationaux et internationaux, la Côte d'Ivoire a engagé une nouvelle politique forestière. Oui, on espère, on est de tout cœur avec cette nouvelle politique forestière, un nouveau code forestier. De tels travaux, vous devinez, mesdames et messieurs, nécessite l'appui des bailleurs de fonds. Ces bons bailleurs de fonds, on a toujours besoin d'eux, mais de façon intelligente, il faut faire en sorte que cela puisse profiter à tout le monde. Alors, le ministre des Eaux et Forêts a invité la directrice Afrique du PNUD en Côte d'Ivoire, et ça augure de bonnes promesses, n'est-ce pas, Alix? Bien évidemment, et notre pays s'est engagé en 2014, pour rappel, devant les Nations Unies, à retrouver 20% de son couvert forestier. C'est presque le double de la surface actuelle. Donc, parallèlement aux pressions qui sont fortes pour créer des habitats, des plantations, des mines et des zones industrielles, il faut aussi s'occuper de la forestation. Alors, quelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts en Côte d'Ivoire? C'est une question. Quelle stratégie de recherche de financement pour reconstituer le couvert forestier ivoirien? On en parlait tout de suite, des bailleurs de fonds. Quels partenaires techniques et financiers viennent en soutien à la Côte d'Ivoire? On va bien sûr les libeller avec donc Cédric qui nous propose ce thème aujourd'hui. Diplomatie forestière en action, c'est le sujet. Bonjour. La diplomatie, j'aime bien ce thème de diplomatie forestière. C'est bien intéressant. Alors, la question basique, un rappel pédagogique, à quoi servent les forêts? Rien du tout, rien du tout. Ah ouais? Sérieux là? Non, les forêts sont extrêmement importantes. Les forêts nous apportent de l'oxygène sur la Terre. Les forêts nous permettent de filtrer l'eau pour remplir la nappe phréatique. Les forêts nous permettent d'abriter la biodiversité. Les forêts nous offrent énormément de bienfaits. Et c'est bien pour ça qu'on essaie un petit peu de les protéger, parce que l'équilibre environnemental de la Côte d'Ivoire dépend de ces forêts, mais aussi malheureusement l'équilibre environnemental de l'Afrique de l'Ouest dépend aussi des forêts ivoiriennes. Parce que vous le savez, la forêt, c'est l'autoroute de la pluie. L'eau de pluie vient de l'océan, ça passe au-dessus des forêts, ça crée encore un peu plus de pluie et ça va tranquillement vers le Burkina, le Mali, etc. Et si nos forêts sont en danger, il y a des conséquences pour nous et il y a des conséquences pour les pays voisins. On devrait s'occuper vraiment de notre forêt. Justement, quel est l'état de santé des forêts ivoiriennes? Alors, quel est l'état de santé des forêts ivoiriennes? Je crois qu'on le dira jamais assez. Elles ne sont pas en très très bonne forme en ce moment. Comme vous le disiez, en fait, on est quasiment, si on exclut ce qu'on appelle les zones de l'OIPR, il nous reste à peu près 11% de forêts en Côte d'Ivoire. Et l'objectif, c'est de passer de ce socle de 11% à ramener à 20%. Mais il faut bien comprendre aujourd'hui d'où nous sommes partis pour comprendre où est-ce que nous sommes arrivés et arriver à aider aux populations, aider les populations à comprendre un petit peu les enjeux. Et donc, on va demander à Félicité Soro, notre réalisatrice, de nous présenter une première animation pour ce matin. Et cette animation va nous permettre de faire un peu l'état des lieux. Vous avez la photo satellite en 2015. Alors, quand on regarde à gauche la carte, on ne se rend pas compte que la Côte d'Ivoire est un pays forestier puisqu'il n'y a pas beaucoup de verre. Alors qu'en 1900, nous avions 16 millions d'hectares de forêt. 1960, il en restait encore 12 millions d'hectares à l'indépendance. Or, si vous descendez un petit peu plus bas jusqu'aux chiffres, en 2015, il nous reste 3,4 millions d'hectares de forêt. Ce qui veut dire qu'en un siècle, la Côte d'Ivoire a perdu 79% de ses forêts. Wow. Et en conclusion, sur la période 1990-2015, nous sommes le pays qui a eu le taux de déforestation le plus élevé au monde.
Quand on regarde le Brésil, c'est vrai qu'il y a une déforestation qui est très importante en termes de surface abattue, mais c'est sur un très très grand pays. Nous, la Côte d'Ivoire, on est un petit pays, et quand on voit tout ce qu'on a abattu, le taux de déforestation ivoirien est le plus élevé du monde. Et je pense qu'il y a encore une deuxième visuel qu'on va vous présenter grâce à Félicité. Et ce visuel va simplement permettre de prendre conscience de l'état des forêts en 1990. Vous voyez le vert, c'était vraiment un pays forestier, il n'y a rien à dire, hein, c'est clair. Et puis vous voyez en 2015, il ne nous reste plus grand-chose. Or, quand on sait l'importance des forêts dans la fourniture de services environnementaux, l'importance des forêts pour les populations, parce que ça va abriter de la pharmacopée, ça va abriter du gibier, entre guillemets, gibier qui n'est pas protégé naturellement, on oublie le pangolin. Bien sûr. En 2015, il ne nous reste pas grand-chose, et c'est ça aujourd'hui qu'il faut impérativement arriver à reconstruire. Alors, question qui vient tout de suite en tête, est-ce que la politique, d'abord, il y a une politique forestière ivoirienne, et puis si elle existait, est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a pu s'adapter aux nouveaux défis? Alors, il y a toujours eu une belle politique forestière. Moi, je me rappelle le premier DG de la Sodefort qui avait fait un travail oui, parce qu'on a vu l'image là. Hein. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? 1990, 2000, c'est 86, c'est la fin du miracle ivoirien. Et puis, dans les années 90, on commence un petit peu à rentrer dans les maniants. On n'y est pas vraiment. Et puis, dès l'an 2000, on est rentré dedans. Et une fois qu'on est rentré dedans, je veux dire, il y a certaines personnes qui pensaient qu'en allant chercher Scorpion, on allait se sortir des maniants. Ça n'a pas marché. Les populations ont dû fuir entre guillemets certaines zones d'habitat de Côte d'Ivoire et malheureusement les forêts classées se sont retrouvées comme une nouvelle zone de protection, une nouvelle zone d'agriculture, une zone de refuge et c'est ce qui a marqué véritablement l'attaque entre guillemets sur les forêts. Les Ivoiriens n'ont pas la haine de la forêt, c'est simplement des circonstances qu'il faut comprendre pour justement arriver à trouver les solutions réparatrices. Mais en réponse à la question de Marcelin, il y a toujours eu une politique forestière en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous qu'en 2014, on avait eu un nouveau code qui avait été mis en place. Ce code, en même temps, on n'avait pas toutes les données qu'on vient de voir, les images satellites, etc. Entre-temps, on a pris conscience véritablement des enjeux. Et donc, il y a une nouvelle politique forestière qui est mise en place. Et cette politique forestière, elle s'appuie principalement sur 4 objectifs. Le premier, c'est la préservation de la biodiversité, vous vous souvenez. Le deuxième, c'est faire en sorte que le climat soit propice à l'agriculture, etc. Le troisième, c'est le respect des engagements internationaux. Et là, vous voyez qu'on touche notre thème d'aujourd'hui, la diplomatie forestière. Et le quatrième, c'est le développement social et économique. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi 4 principes que le ministère des Eaux et Forêts vient de mettre en action dans cette stratégie. Le premier, c'est le volontarisme. L'État est volontaire pour la reconstruction de ces forêts. On a fait tellement d'annonces qu'aujourd'hui, il faut qu'on délivre les résultats qu'on avait promis. Deuxièmement, l'État devient réaliste. Certaines forêts, il ne faut pas se leurrer, ce ne sont plus des forêts, ce sont des lambeaux de forêts. On va trouver des populations, des centres de santé, des écoles là. Et là, l'État, c'est qu'il va être difficile de récupérer ça. Donc, il y a une réflexion qui se met en place en ce moment en disant qu'est-ce qu'on peut conserver et qu'est-ce que malheureusement nous ne pouvons plus sauver. Troisième élément, la forêt séquestre le carbone, très important. Et le quatrième, c'est intégrer la culture de l'arbre, donc justement les stratégies de reboisement. Et c'est surtout ça justement que l'on compte. Un nouveau code forestier, nouveau code forestier est en cours d'élaboration par le gouvernement. Il sera bientôt présenté à l'Assemblée nationale. Et là, maintenant, on verra vraiment les outils que nous avons pour aller de l'avant. Peu d'espoir. Et dans toutes ces séquences-là, on a bien entendu parler d'infiltration de ces forêts. Peut-on sérieusement imaginer qu'elles soient libérées ? Alors, c'est une énorme question parce que il y a des estimations en 2015 qui parlent de 1,5 million de personnes dans les forêts classées de Côte d'Ivoire. Avec tout ce que cela comporte, même comme insécurité. Exactement. Et destruction massive. Et oui, et puis surtout ce sont des personnes qui en profitent pour des dessins inavoués. Malheureusement. Ça fait peur aussi. Ça fait peur, mais regardons simplement les personnes qui elles, pensent à leur pitance quotidienne, leur subsistance quotidienne. Ces forêts, malheureusement, n'ayant plus de lieu, elles y sont rentrées, elles y ont fait des plantations. Et aujourd'hui, si vous avez 1,5 million de personnes qui sont dans les forêts et qu'on les sort tout de suite, et où est-ce qu'on va les mettre? Alors, où sont les habitats, où sont les plantations, tout ça? Alors, dans tout ça, Cédric, comment les forêts peuvent-elles devenir un sujet de diplomatie? Alors, les forêts deviennent un sujet de diplomatie, typiquement parce que vous savez que les forêts sont indispensables pour la stabilisation du climat international. Les forêts ivoiriennes font peut-être 7% entre guillemets de la excusez-moi, les forêts tropicales mondiales font à peu près 7% de la surface du globe, mais elles abritent quasiment la moitié de la biodiversité de cette planète. Donc, c'est quelque chose qui est très important, aussi bien pour l'équilibre environnemental, mais aussi pour l'équilibre de la biodiversité. Et donc, les manières dont les États vont détruire ou protéger ces forêts, justement, vont devenir des enjeux de diplomatie. Vous voyez la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est justement en train d'avoir une très très belle stratégie dans ce sens-là. Et puis de l'autre côté, vous voyez que le Brésil, avec le président Bolsonaro, lui, il se dit, écoutez, moi, j'en ai tellement que je vais déforester. Donc, il y a deux stratégies qui se mettent en place. L'Amazonie fait l'équilibre du monde. Hein.
Il faut préciser. Avec les forêts du bassin du Congo. Absolument. Et parlons toujours de notre pays pour rester ici. A-t-elle une bonne politique forestière? La Côte d'Ivoire a toujours eu une bonne diplomatie forestière. La Côte d'Ivoire a toujours une bonne diplomatie forestière. Il faut retourner à l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Vous savez qu'à l'époque, les liens entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, puisque l'Afrique du Sud c'était l'apartheid, il n'y avait aucun lien avec personne, et Félix Houphouët-Boigny avait réussi à créer une diplomatie forestière avec l'Afrique du Sud, justement en parlant de forêts, en parlant de parcs et réserves. Et c'est ce qui nous avait un petit peu amené plus tard à la création d'Abou Kwame-Krô. On a d'autres exemples. Sous Laurent Gbagbo, il y avait une initiative d'un prix de la biodiversité, Laurent Gbagbo, Blaise Compaoré. Et on avait regardé en ce temps-là comment arriver à associer le parc de la Comoé en Côte d'Ivoire avec son homologue voisin, et essayer de faire un parc transfrontalier. On se rend compte qu'en 2014, le président Ouattara est parti à l'ONU, juste avant la COP21. Il a fait une déclaration de principe sur les engagements d'État de la Côte d'Ivoire, et il s'est vraiment lancé dans la stratégie de reconquête du couvert forestier. Et depuis ce jour-là, tout l'appareil gouvernemental se met en marche justement pour établir une politique forestière et trouver des partenaires pour l'accompagner. Et là, alors, je pense qu'on est mûr. Là, on est mieux. On a quand même, on peut voir venir. Hein. Déjà, c'est bon. Alors concrètement, quelles sont les attentes des bailleurs de fonds? Parce que les bailleurs de fonds, c'est bien, mais c'est un couteau à double tranchant. La main qui donne et celle qui ordonne. Les bailleurs de fonds sont là. Quelles sont les attentes? Et puis comment faire pour être quand même, pour préserver un tant soit peu d'indépendance quand même? Alors, la stratégie, alors, les attentes des bailleurs de fonds sont relativement simples. En fait, si vous voulez qu'on investisse dans quelque chose, que ça soit sous forme de don ou que ça soit sous forme de prêt, si vous voulez un investissement, on aimerait savoir ce que va faire la Côte d'Ivoire, on aimerait avoir des idées de projets intéressants, qu'est-ce qu'on va vraiment soutenir. Certains pays auront une sensibilité pour financer tel type de projet, d'autres pays voudront financer un autre type de projet. Et donc, la première chose, c'est que la Côte d'Ivoire bâtisse un échantillon de projets qu'elle soit capable de présenter un petit peu à ses bailleurs de fonds. Ensuite, comme vous le disiez, il ne faut pas simplement être attentif et puis que la main qui donne soit la main qui ordonne. Et effectivement, on voit bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a un débat qui a de 2016 jusqu'à encore aujourd'hui, notamment sur la gestion de certains aspects des forêts classées. C'est vrai que les bailleurs de fonds parfois nous disent nous on veut de la forêt, de la forêt, de la forêt, parce que c'est ça qui va préserver l'équilibre national, mais aussi l'équilibre qui va contribuer à l'équilibre environnemental. Mais quelque part, la Côte d'Ivoire dit attendez une seconde, moi j'ai mes enjeux, j'ai 1,5 million de personnes dans les forêts, est-ce qu'il faut que je les laisse, est-ce qu'il faut que je les enlève? Donc la Côte d'Ivoire bâtit sa propre stratégie, elle la confronte avec celle des bailleurs de fonds, et quand on trouve des points d'accord, à ce moment-là, on doit être capable d'avancer. Mais on a vraiment une stratégie souveraine qui se construit. D'accord. Dieu merci. Dieu merci, c'est tranché et c'est consensuel là. Une vidéo pour illustrer ça? Oui, absolument. Alors, une petite vidéo pour illustrer ça, c'est on avait préparé un petit... Merci Marcelin. On avait préparé un petit élément sur justement aussi, il n'y a pas que les attentes des bailleurs de fonds en matière de financement, mais il y a aussi leurs objectifs avec les forêts. Et ce qui était très intéressant lors de la visite de la directrice Afrique du PNUD en Côte d'Ivoire, c'était ce qu'elle appelle les 3 P forestiers, le peuple, la planète et la prospérité, ce qui est l'élément vidéo que va nous lancer maintenant Félicité Soro dans quelques instants. Je suis très intéressé par la nouvelle stratégie de la Côte d'Ivoire. Les forêts représentent les 3 P du développement durable. Peuple, planète et prospérité. Les forêts font ce lien entre les 3 P. Car, à la fin de la journée, il s'agit du peuple et de savoir comment il bénéficie des ressources naturelles. Il s'agit encore du peuple quand il faut se demander comment créer une prise de conscience pour les associer à la protection des forêts. Et enfin, il s'agit de prospérité, car il faut aussi créer une prospérité pour les populations afin qu'ils puissent avoir un meilleur cadre de vie grâce à ces ressources. Si nous ne protégeons pas les forêts, les populations ne pourront pas continuer à percevoir les bénéfices des forêts. Les communautés doivent être associées pour comprendre quelle est la signification des forêts, aussi bien pour des questions de santé et surtout pour les questions d'amélioration de leur cadre de vie. Je suis donc très intéressé par la politique forestière de la Côte d'Ivoire qui souhaite s'assurer que nous ne laissions personne pour compte dans le cadre de la croissance. La Côte d'Ivoire poursuit un objectif de prospérité afin d'obtenir un maximum de bénéfices de la forêt, mais en tenant compte des personnes qui sont dans ces forêts. Et voilà, on a eu une interview bien précise, elle était au cœur même des forêts aussi, la responsable du PNUD Afrique. Alors, comment les populations peuvent-elles protéger les forêts concrètement ?
Comment, malheureusement, j'ai envie de dire simplement ne les abattant pas. Ça, c'est le geste le plus simple. Mais pour que les populations ne partent pas à l'assaut des forêts, parce qu'on rappelez-vous que dans la construction de la Côte d'Ivoire, le cacao a été le moteur et le bon cacao se plante sur un ancien sol forestier. Donc ce sont tous ces éléments-là qu'il faut qu'on parvienne à changer aujourd'hui. Il faut que les populations arrêtent d'abattre les forêts. Mais il faut aussi parfois que les maires ne donnent pas des terres forestières pour y faire des habitats. Donc c'est tout ça qu'il faut parvenir à équilibrer aujourd'hui. D'accord. Alors, comment la forêt aussi peut-elle créer de la prospérité pour les populations, c'est ça? Oui, absolument, parce que quand on sait ce que l'on gagne, entre guillemets, dans la forêt, là, on va la protéger. Or, les forêts sont déjà des sources de prospérité pour les populations, et elles le savent bien. Tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est pharmacopée, il y a beaucoup de choses que les populations savent aller chercher dans les forêts. Et un jour, avec Marcelin, on grillait des cure-dents gouraux qui n'existent que dans les forêts. Alors, Cédric Opadkous, comment engager les populations dans la protection des forêts? C'est bien beau de déclarer ça à travers des discours, tout ça, mais sur le terrain, comment on fait? Et puis, il faut aider aussi ces populations à mieux appréhender la lutte. C'est ça, c'est exactement ça. Et moi, la réponse, elle est simple, c'est développement durable, je gagne quoi dedans? Protection des forêts, je gagne quoi dedans? Et donc, il est important que les forêts, la préservation des forêts, la reconstruction des forêts deviennent une source d'emploi, une source d'activité. Et c'est d'ailleurs un des points sur lesquels la directrice Afrique du PNUD a voulu insister, c'est que nos forêts sont une source d'emploi. Et c'est ce propos que Félicité va nous mettre dans quelques instants à l'antenne. Il s'agit de durabilité. Vous savez, nous parlons des objectifs de développement durable. Un développement sans objectif de durabilité n'est pas bénéfique. Il ne se ferait pas dans l'intérêt des populations. Une politique de reboisement, de protection des forêts, de création de valeurs forestières vise à générer des bénéfices de santé, mais aussi des opportunités d'emploi pour les populations. C'est une question importante. Aujourd'hui, en Afrique et en Côte d'Ivoire, nous avons des enjeux importants en matière d'emploi pour les jeunes. Et il est intéressant, du point de vue du PNUD, de comprendre comment cette nouvelle politique forestière peut nous aider à engager les jeunes, à les intégrer dans l'économie. Comment créer la prise de conscience chez eux qu'ils peuvent bâtir leur pays en s'impliquant dans des activités de protection de l'environnement. Ainsi, l'environnement, ce n'est pas seulement une question de climat, mais surtout une question de développement. La dernière phrase est évocatrice, hein. C'est une question de développement. Absolument. Alix, c'est très important. Hein. Oui. Alors, quels emplois peuvent être créés ? Quels emplois peuvent être créés dans les forêts? Dans l'optique du développement. Dans l'optique du développement, absolument. Déjà, pour les forêts qui ont été, entre guillemets, abîmées, il y a toute une stratégie de reboisement de ces forêts. Alors, reboiser une forêt, ça veut dire qu'il faut faire des pépinières, il faut d'abord trouver des graines, les préserver, les collecter, faire des pépinières, planter, reboiser, etc. Mais il y a aussi d'autres métiers, comme des métiers qui vont être peut-être des guides touristiques. Il y a d'autres métiers qu'on peut encore trouver sur l'amélioration du bois. Donc, il y a toute une panoplie de ce qu'on appelle des emplois verts qui existent dans la forêt. Et c'est ça, aujourd'hui, vraiment qu'il faut organiser, démontrer, présenter, promouvoir aux populations pour qu'ils les mettent. Ce qui est bien, c'est qu'en luttant, on a des moyens, on a de l'emploi. C'est bien, comme on dit souvent, quand la vie vous donne du citron, il faut en faire de la limonade. Alors, quel est le résultat concret de cette visite du PNUD pour la Côte d'Ivoire? Alors, le résultat est concret. Je pense que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc nous avons justement une intervention de Monsieur le ministre des Eaux et Forêts qui a été faite sur site dans cette forêt de la Besso en Côte d'Ivoire. Et c'est le dernier élément vidéo que nous présentons ce matin grâce à Félicité Soro. Nous avons discuté d'un bon nombre d'innovations qui peuvent être faites avec les nouvelles technologies. Et le PNUD est prêt à nous appuyer dans ce sens, mais aussi à faire en sorte qu'au niveau de l'éducation, au niveau de la sensibilisation, on puisse toucher les nouvelles générations. Donc nous avons pas mal, je dirais, de sujets, d'études et de renforcement de capacités qui pourront être élaborés. Et nous avons l'intention de faire en sorte que le PNUD nous appuie aussi pour la table ronde des bailleurs de fonds que nous comptons organiser. Nous avons une réponse favorable du PNUD qui va nous appuyer dans ce sens parce que pour notre nouvelle politique, nous avons besoin de beaucoup de fonds. Donc la Côte d'Ivoire est prête à faire les efforts qu'il faut avec le secteur public mais aussi avec le secteur privé. Mais nous allons devoir solliciter les autres bailleurs et le PNUD va nous appuyer dans ce sens. Le fait de venir ici avec nous et de nous appuyer dans notre nouvelle politique devrait nous permettre d'atteindre les objectifs que nous sommes donnés et surtout les engagements que la Côte d'Ivoire a pris vis-à-vis de la planète, c'est-à-dire recouvrir 20% de notre couvert forestier. Nous sommes à 11%.
Nous avons beaucoup détruit notre forêt et nous avons besoin de recouvrir rapidement le couvert forestier. Et voilà, c'était l'interview du ministre Richard Alain Dovailly. Le ministre donc parlait de nouvelles technologies pour les forêts. Lesquelles technologies? Alors, il y en a énormément. Ont été abordées des questions notamment de drones, parce que vous savez que pendant très longtemps, on comptait sur les images satellites pour être capable de voir le couvert forestier. Mais aujourd'hui, vous avez des drones qui sont disponibles, par exemple. Et donc, le satellite permet de comprendre le gros état des lieux, entre guillemets. Et une flotte de drones, par exemple, peut permettre de piloter, de survoler les forêts et de regarder ce qui se passe concrètement sur le terrain. Merci infiniment, Cédric.